Vous écoutez RFI, il est minuit et demi à Paris, 23h30 à Libreville, 22h30 en temps universel. Et c'est Zéphirin Quadio que vous retrouvez pour la dernière édition d'Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la crise post-électorale au Gabon, l'opposant Jean Ping qui revendique la victoire fait monter la pression. Au lendemain du recours qu'il a déposé contre la réélection d'Ali Bongo, il met en garde la plus haute juridiction du pays. Des violences dans le sud-est de la RD Congo, des affrontements entre les forces de l'ordre et des habitants dans une localité située à une centaine de kilomètres de Lubumbashi. Bilan entre 1 et 5 morts selon les sources. L'armée malienne visée par une nouvelle attaque dans le centre du pays. Les soldats sont tombés dans une embuscade. Ils ont riposté. Bilan, 3 militaires tués et 2 grièvement blessés. Et puis au moins 3 morts et des dizaines de blessés dans une commune proche de Cotonou au Bénin. C'est le bilan d'une explosion dans une décharge d'enfouissement de produits avariés. Et puis juste après le journal, l'invité de la rédaction. Il s'agit de Diarane Daospech, la co-directrice du FIFDA, le festival du film de la diaspora africaine qui a débuté ce soir à Paris. Au Gabon, nouvelle allocution donc de Jean Ping aujourd'hui à son QG de Libreville. L'opposant qui se considère comme le président élu est revenu sur son recours déposé hier à la Cour constitutionnelle, une institution accusée par l'opposition de partialité en faveur du pouvoir. Jean Ping a donc demandé aux juges d'être impartiaux, sinon, assure-t-il, le peuple n'aura plus rien à perdre et prendra son destin en main. Selon lui, la Cour n'a pas le droit à l'erreur. Je crains fort qu'un nouveau faux pas de la Cour constitutionnelle serait le facteur d'une instabilité profonde et durable du Gabon. La Cour constitutionnelle a maintenant le choix entre la stabilité ou l'instabilité du Gabon. C'est une très lourde responsabilité pour ses membres, qui, je l'espère, en mesurant la portée bien au-delà des passions, appétits et intérêts mesquins qui agitent les uns et les autres et qui mettent gravement en danger notre pays. Si, par extraordinaire, le peuple gabonais venait à ne pas se reconnaître dans la décision qui sera rendue par la Cour constitutionnelle, je me tiendrai à ses côtés. Aucune juridiction ne peut être placée au-dessus de la décision du peuple souverain et lui imposer un autre choix que le sien. Je me suis engagé à défendre le vote des Gabonais. Je tiendrai ma promesse et mes engagements. Je ne reculerai pas. Voilà, déclaration de Jean Ping et réaction du camp d'Ali Bongo à ces accusations par la voix d'Arnaud Nganji Alandji, porte-parole du président gabonais. Selon lui, l'opposition a aussi des liens avec la Cour constitutionnelle. Écoutez. 3 des 9 juges sont choisis par le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale qui a choisi ces 3 juges, c'est M. Guy Nzuba Ndama, qui semble, sans aucune surprise, être un soutien très fort de M. Jean Ping. Donc, on a déjà un certain discrédit au message que M. Ping veut faire passer de la tour de Pise qui pencherait que d'un côté. M. Ping n'a pas précisé qu'il y avait à la Cour constitutionnelle une dame qui est chez nous les Bantous, la fille de M. Ping. Il ne vous a pas dit qu'on avait à la Cour constitutionnelle la sœur de M. René Ndemezobian, qui est un des éminents soutiens de M. Jean Ping. Donc on a quand même là un nombre assez important de juges qui, si on suivait les déclarations de M. Ping, seraient plutôt tendance Jean Ping que tendance Ali Bongo Ondimba. Mais nous sommes les premiers à avoir une foi inébranlable dans nos institutions. Les juges disent le droit, ils lisent le droit et ils ne font que ça. Le porte-parole du président Ali Bongo a noté aussi cette déclaration du président gabonais. Je cite « Je n'ai exercé ni déclenché la violence », a déclaré Ali Bongo, avant d'ajouter que les émeutes meurtrières et les pillages étaient dus à un climat que l'opposant Jean Ping a lui-même créé. Et puis à propos du recours déposé par Jean Ping devant la Cour constitutionnelle, le chef de l'État gabonais s'est dit plutôt confiant. Rappelons également qu'après les violences post-électorales, beaucoup d'édifices, d'institutions, d'entreprises, d'organisations sont toujours en train d'évaluer les dégâts et d'entamer une lente reconstruction. C'est le cas des médias. Plusieurs d'entre eux ont été attaqués, qu'ils soient réputés proches du pouvoir ou de l'opposition. À Libreville, reportage Sébastien Lemaitre. C'est un paysage apocalyptique. L'attaque contre l'Union a été rapide. Des dizaines de jeunes ont ouvert une brèche dans le portail. Ils ont caillassé le bâtiment avant d'y mettre le feu. Les employés du journal se sont réfugiés où ils ont pu.
Joël Akwango, directeur d'exploitation, s'est caché près de l'imprimerie. Aujourd'hui, il parle d'une rédaction traumatisée. Quand il y a pareil événement se produit, il y a quand même l'état mental des journalistes. On ne revient pas après avoir vécu la peur de sa vie comme ça. On n'a pas encore vu tout le monde, mais j'espère bien que ça ne serait tardé. La rédaction a été déplacée dans une pièce annexe. Le journal, tiré à 22 000 exemplaires, pourrait ressortir dans quelques jours, mais les réparations devraient durer plusieurs mois. Alors, donc ça, c'est une porte blindée. TV+ a aussi été ciblé. Franck Guéma, le PDG de la chaîne, parle d'un commando d'hommes armés et encagoulés. Victime de sa 6e attaque en 7 ans, l'entreprise avait pris ses précautions. Ils ont cassé tout ce qui est possible de nous permettre de faire de la production audiovisuelle. Les bancs de montage, les caméras, les bancs de réalisation vidéo, etc. C'est-à-dire ils ont attaqué le nerf même de la chaîne de télévision pour pouvoir réaliser ces émissions. Manque de peau pour eux, vous savez, après 7 ans, on s'est rendu compte que il fallait qu'on s'organise. 3 jours après, on a pu réémettre. Les médias proches des deux camps ont été touchés. Dans plusieurs rédactions, certains journalistes souhaiteraient un traitement de l'information plus impartial pour éviter les représailles. Boris Vichy, Sébastien Nemeth, Libreville, RFI. Et direction à présent le sud-est de la RD Congo en proie à des violences ce vendredi, des affrontements entre les forces de l'ordre et des habitants en colère après le meurtre d'un commerçant. Les faits se sont déroulés à Kasumbalesa, ville frontière avec la Zambie, à une centaine de kilomètres de Lubumbashi. Il y a entre 1 et 5 morts selon les sources. Précision de notre correspondant Kamanda Wakamanda Muzembe. Selon une première version, des bandits armés ont dépouillé un cambiste, donc un changeur de monnaie, avant de l'assassiner. La version officielle, elle parle d'un accrochage entre une patrouille mixte police armée et un groupe de bandits. Une balle perdue a atteint le campiste qui assistait à un deuil, a expliqué Jean-Claude Kazembe Musonda, le gouverneur du Haut-Katanga. La mort de cette personne constitue donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et la population a alors accouru de partout pour dénoncer les crimes à répétition dans la cité de Kasumbalesa, décriant l'inefficacité des forces de l'ordre. La foule s'en est d'abord pris à un poste de police du quartier, mettant le feu au bâtiment. Le commissariat principal, l'hôtel Shalom, les installations de la Société nationale d'électricité ont ensuite été détruits. Sur le passage, les manifestants en furie s'en sont pris aux effigies du président de la République. Les forces de l'ordre ont cependant réussi à protéger la prison qui était également menacée. Réuni sur place à Kasumbalesa, le Conseil provincial de sécurité a décidé de renforcer les mesures de sécurité dans cette cité située à la frontière avec la Zambie. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Et en restant RD Congo où le dialogue national se poursuit, peut-être plus que jamais, des points très tranchés ont été exprimés aujourd'hui, vendredi, lors du débat général sur le processus électoral, avec des désaccords sur l'ordre dans lequel doivent se dérouler justement ces élections. La majorité veut privilégier les locales et les provinciales et une refonte totale du fichier électoral pour ne pas exclure quelques 17 millions d'électeurs. La délégation de l'opposition, elle, veut que la présidentielle soit organisée au plus vite. Elle accuse le camp présidentiel d'avoir tout fait pour retarder les échéances. Le facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo, estime cependant qu'il faut rester optimiste. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Moi, je crois que des fois, la façon dont on vous rencontre donne l'impression qu'il y a des antagonismes acérés et très vifs dans la salle. Telle n'est pas l'opinion que moi je me fais des débats. C'est des débats qui sont solides, denses, parfois très professoraux, très fouillés. Bien évidemment, il y a une opposition qui exprime ses points de vue, une majorité qui exprime ses points de vue. Ce ne sont pas les mêmes, mais cela, à mon humble avis, ne nous empêchera pas du tout d'arriver, le moment venu, à trouver des solutions de compromis, puisque c'est à cela que nous nous attelons, trouver des solutions de compromis qui permettent de faire face à la crise actuelle en RDC. Voilà, Edem Kodjo interrogé par Sonia Rollet. Et puis j'ajoute que ce samedi, les délégués commenceront le travail en commission. 3 commissions pour 3 thématiques: élections, questions de sécurité, confiance et équité. Une nouvelle attaque contre l'armée malienne dans le centre du pays. Les soldats sont tombés dans une embuscade. Ils ont riposté. Bilan 3 militaires tués et 2 grièvement blessés. À Bamako, le récit d'Anthony Fouchard.
3 véhicules de la garde nationale, une branche de l'armée malienne, ont quitté Douanza ce matin vers 8h en direction du nord du pays, vers Gao. Les militaires assuraient la protection d'un convoi lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade peu après leur départ. L'attaque a eu lieu à une vingtaine de kilomètres de Boni vers 10h ce matin, une ville déjà prise pour cible la semaine dernière par des assaillants encore non identifiés. Les combats ont été violents, plusieurs soldats de la garde nationale sont morts, d'autres grièvement blessés. Tous ont été pris en charge par des renforts de l'armée envoyés depuis Boni. Des renforts qui procèdent depuis ce matin au ratissage de la zone. Durant l'embuscade, un véhicule a été brûlé par les assaillants dont l'identité reste encore floue. L'attaque a été revendiquée par Bakay Cissé, le leader de l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul. Un mouvement qui dénonce les exactions présumées de l'armée malienne sur les personnes de la communauté Peul. Le gouvernement n'a pour l'instant pas réagi suite à cette revendication, mais précise que tout est fait pour retrouver les assaillants. Anthony Fouchard, Bamako, RFI. Et l'actualité au Mali, c'est aussi le projet de loi révisant le code électoral qui était à nouveau sur la table de l'Assemblée nationale ce vendredi. Hier, pas moins de 138 amendements ont été déposés par l'opposition, bien sûr, mais aussi par la commission des lois de l'Assemblée. Les travaux ont repris ce vendredi après-midi. Et puis, toujours à propos d'élections au Mali, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, s'est dit favorable à un report des élections municipales du 20 novembre prochain en raison de l'instabilité dans le centre et le nord du pays. Au Bénin, 3 morts et des dizaines de personnes brûlées à des degrés divers après l'explosion dans une décharge, je vous le disais en titre, une décharge où étaient incinérées des marchandises avariées. Hier, en fin d'après-midi, la population s'est ruée sur le site pour récupérer des sacs de farine de blé. À Cotonou, le récit de Delphine Bousquet. L'accident s'est produit à Toriavamé, une commune rurale à une quarantaine de kilomètres de Cotonou, qui abrite un site d'incinération de marchandises frelatées. Des sacs de farine de blé avariés saisis au port de Cotonou avaient été jetés dans une fosse et aspergés d'essence pour être brûlés. Comme ils ont l'habitude de le faire lorsque les autorités quittent les lieux et que le feu diminue, de nombreux villageois se sont approchés du trou pour essayer de récupérer un peu de marchandises. Certains y sont même entrés. Des témoins racontent qu'une explosion a retenti, qu'ils ont vu comme une boule de feu qui a propagé les flammes, prenant au piège ceux qui étaient dans la fosse ou à proximité. Joint par RFI, le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, indique qu'il n'y a pas eu d'explosion, que les habitants se sont précipités dans une fosse contenant des cendres encore incandescentes. Ce soir, au centre hospitalier de Cotonou, l'un des hôpitaux où les blessés ont été transportés, des familles attendent toujours anxieusement des nouvelles de leurs proches et craignent que le bilan ne s'alourdisse. Rencontré devant les urgences, Emmanuel, qui a perdu 2 membres de sa famille, se désolait, expliquant que c'est la misère qui pousse les populations à aller chercher de la nourriture avariée et qu'aujourd'hui, certaines sont mortes pour avoir à manger. Delphine Bousquet, Cotonou, RFI. Au Cameroun, la reprise ce matin du procès de Maître Harissou, le notaire de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Marafa Hamidou Yaya. Maître Harissou est poursuivi pour des faits graves d'atteinte à la sécurité de l'État et d'outrage au président de la République. L'audience de ce vendredi, la 10e, devait permettre d'aborder l'affaire sur le fond. Elle a été consacrée à l'examen du procès-verbal de l'enquête. Un PV plein de vices de forme, selon l'avocat de la défense qui a demandé son retrait. Maître Jacques Mouni, joint par Léa-Lisa Vesterhoff. Nous estimons que l'enquête telle qu'elle s'est déroulée, il y a une violation des droits de la défense. C'est pour ça que nous commençons par là. C'est-à-dire que Maître Harissou a été entendu dans des conditions susceptibles de vicier ses déclarations. Il a été entendu un dimanche, hors la présence de ses avocats. Il a été amené au CED un vendredi soir et il a été entendu un dimanche. Et lorsque les avocats arrivaient le lundi matin, on leur a fait savoir que on a entendu Maître Harissou le dimanche et que voilà, la procédure est clôturée, on va l'envoyer au tribunal. Alors, lorsque vous avez un dossier et qu'on ne laisse pas les avocats assister leurs clients dès cette étape-là, et qu'on veuille par la suite opposer ces genres de déclarations, nous estimons que ce n'est pas régulier. Voilà l'avocat de Maître Harissou interrogé par Léa-Lisa Vesterhoff. Je rappelle que le procès a été reporté au 7 octobre prochain. Merci de rester à l'écoute de RFI en direct de Paris où il est minuit 44. Afrique Soir à suivre, le journal des sports. Ce sera tout à l'heure avec Hugo Moissonnier. Les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Mais tout de suite, l'invité de la rédaction. 11 films inédits, 9 pays représentés. Le Festival international de films de la diaspora africaine s'est ouvert ce soir à Paris, au cinéma Étoile, Lila et à la clé. Objectif de cette initiative, enrichir le dialogue des cultures. On en parle avec Diaranda Ospech, la co-directrice du FIFDA. Elle est au micro de Sébastien Gédor.
Diaranda Ospech, bonjour. Bonjour. C'est la 6e édition de ce Festival international de films de la diaspora africaine. Qu'est-ce qui vous guidait quand vous l'avez fondé avec Reynaldo Barros Ospech ? En fait, c'était notre envie de partager notre vécu et notre réalité. Reynaldo Barros Ospech, qui est mon époux et mon partenaire dans cette aventure, est un enseignant, un pédagogue. Il a beaucoup utilisé les films dans la salle de classe pour aider les élèves à se retrouver dans des films, dans des histoires qu'ils pouvaient reconnaître. Il enseigne les langues. Donc, à travers les films, il pouvait inciter les élèves à parler de différentes réalités qu'ils reconnaissaient. Il s'est rendu compte de la force de l'image pour passer des messages et pour interpeller les gens. Étant donné que, en fait, il y a peu de films vraiment de la diaspora africaine qui sont disponibles. Quand je parle de la diaspora africaine, je parle d'une façon large. C'est-à-dire que nous définissons la diaspora africaine au-delà de simplement l'Afrique et les gens qui viennent justement d'Afrique et qui sont ailleurs. On parle aussi de gens qui tracent leurs racines en Afrique depuis 300 ans, 400 ans, des descendants d'esclaves, etc. Donc ça inclut des gens qui viennent de la Caraïbe, d'Amérique latine, des États-Unis, d'Europe aussi. Et donc, on s'est rendu compte que des films qui traitaient la diaspora africaine avec cette large portée n'étaient pas vraiment facilement disponibles ou accessibles. L'idée, c'est de changer le regard, d'imposer, peut-être pas d'imposer, mais de montrer une nouvelle vision du monde. Exactement, c'est de montrer une nouvelle vision du monde, c'est-à-dire de donner la parole, en fait, aux personnes concernées, en présentant des films qui sont faits en grande partie par des gens issus de la diaspora même, et qui veulent présenter leur réalité, leur vécu d'une façon plus, d'abord vue de l'interne, et d'une façon peut-être plus sophistiquée, plus réaliste, moins sensationnaliste. Peut-être que ça se fait fréquemment quand on voit des films qui présentent la banlieue, le milieu urbain, etc. Alors justement, ça me fait penser à un des films que vous présentez qui s'appelle Images et qui met en scène une jeune journaliste belge qui veut raconter sa banlieue de Molenbeek à Bruxelles, différemment du regard journalistique qu'on impose habituellement. On va pas dévoiler si elle y arrive ou si elle y arrive pas, mais oui. Il est là l'enjeu du regard. Il est là l'enjeu du regard. Les deux réalisateurs sont justement issus du Maroc et donc leur intérêt c'était de faire un discours, enfin un commentaire sur cette réalité. Lors de la présentation du film, nous aurons un débat après la projection avec l'acteur principal qui sera présent et l'intitulé du débat c'est « Images et banlieue, je t'aime moi non plus ». C'est un thème qui pourrait s'appliquer aussi à un autre film qui est un documentaire et qui parle cette fois-ci de l'écriture, et le titre c'est Nos plumes, qui parle de cette nouvelle vague finalement de jeunes auteurs qui sont très ancrés dans la ville, très ancrés dans l'urbain. On peut citer Faiza Guène, Rachid Jaïdani. Là aussi, cette nouvelle écriture, c'est une nouvelle perception du monde. Absolument. C'est-à-dire que en fait, on en arrive à un point maintenant où on s'assume en tant que personne qui a une origine différente, donc des valeurs, pas des valeurs, mais des influences culturelles qui sont différentes. Et on exprime cette réalité à travers notre littérature ou nos films de manière à ce que nous puissions exprimer qui nous sommes vraiment. Et c'est la beauté du festival, c'est de permettre à tout le monde d'être exposé à cette peut-être nouvelle façon de voir la réalité d'après la perspective de personnes qui ont vécu ces réalités. Qu'est-ce qui relie au-delà de ce thème les films qui ont été sélectionnés et qui viennent de pays aussi différents que Madagascar, l'Égypte, la France, la Belgique, on l'a cité, Haïti ? Ce qui les relie, c'est justement qu'ils sont tous de la diaspora africaine et qu'ils ont tous une perspective alternative ou qui présente les problématiques ou les enjeux, les questionnements des gens qui sont issus de ces diasporas. Quand on regarde tous les films, on se rend compte qu'on a beaucoup de points en commun, on a beaucoup de questionnements qui se rejoignent, la question d'identité, d'appartenance. Comment lutter contre la marginalisation constante dans les sociétés où nous sommes minoritaires. Donc ça, ce sont des problématiques. Comment, en tant que jeunes, lutter contre la pauvreté ? En fait, on se rend compte que dans le monde entier, il y a des gens qui sont issus de la diaspora font face à beaucoup de problèmes qui sont similaires dans leur majorité. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Parmi tous les films que vous avez vus pour le Festival international de films de la diaspora africaine, Diaranda Ospech, est-ce que vous diriez que les printemps arabes ont changé quelque chose pour les réalisateurs qui viennent ou qui seraient originaires d'Afrique du Nord ? Est-ce qu'il y a plus de liberté de tournage ? Est-ce qu'il y a plus de possibilités de montrer les films sur place, moins de censure ?
Je ne suis pas sûre. Je crois qu'il y a quand même encore énormément, parce qu'en fait, il y a eu un backlash. Un retour de bâton. Ouais, un retour de bâton. Et j'ai l'impression qu'en fait, beaucoup de réalisateurs font toujours face à beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si ceux qui sont basés en Europe ont plus d'opportunités, de facilités, parce que justement, ils sont européens et donc il y a un certain statut. Mais en tout cas, par rapport aux films qui nous sont soumis, aux histoires qui nous sont racontées, beaucoup de films que nous voyons montrent qu'il y a énormément de censure, qu'il y a énormément de difficultés, que ça s'est pas vraiment rétabli. Merci Diarra Ndao-Spech. Merci. Voilà, Diarra Ndao-Spech, la co-directrice du FIFDA avec Sébastien Gédor. Je rappelle que le Festival international de films de la diaspora africaine, c'est jusqu'à dimanche à Paris. Tout le programme est à retrouver sur le www.fifda.org. RFI, minuit 50 à Paris, Afrique Soir. Le rappel des titres de l'actualité hors Afrique. Le Conseil de sécurité se réunit en urgence après le 5e essai nucléaire nord-coréen, le plus puissant jamais réalisé par Pyongyang. Condamnation unanime des grandes puissances. Washington et Paris appellent à lui imposer de nouvelles sanctions internationales. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le secrétaire d'État américain, John Kerry, ont repris à Genève leurs négociations pour tenter de parvenir à un accord de cessez-le-feu en Syrie. Cette réunion entre les deux hommes est la 3e en 2 semaines. John Kerry et Sergueï Lavrov se sont entretenus de nombreuses fois par téléphone pour convenir d'une solution commune afin de mettre un terme à la guerre civile syrienne. Et puis au lendemain de l'arrestation de 3 jeunes femmes dans la banlieue parisienne, les autorités françaises assurent avoir déjoué un attentat. Selon le procureur de Paris, les 3 femmes, je cite, téléguidées par le groupe État islamique et en connexion avec d'autres djihadistes français, étaient très déterminées et prêtes à passer à l'action. Et le journal des sports, c'est avec vous, Hugo Moissonnier. Bonsoir Hugo. Bonsoir Zéphirin, bonsoir à tous. Le journal avec de l'athlétisme à la une. La dernière étape de la Ligue de Diamant avait lieu ce soir à Bruxelles, en Belgique. Et la meilleure performance africaine, elle est sud-africaine. Le vice-champion olympique Louvo Manyonga atteint les 8,48 m. C'est la 2e meilleure performance africaine de tous les temps dans la spécialité, derrière les 8,50 m de Kotso Mokoena, un autre sud-africain en 2009. Louvo Manyonga achève cette Ligue de Diamant à la 3e place de sa spécialité. Pas de record du monde cette fois pour l'Éthiopienne Almaz Ayana ce soir en Belgique. Elle reporte néanmoins largement le 5000 mètres en réalisant la 5e meilleure performance de l'histoire. 14 minutes, 18 secondes, 89 centièmes. C'est le nouveau record du meeting. Elle domine la Ligue de Diamant après son spectaculaire titre olympique sur 10 000 mètres. La sud-africaine Caster Semenya s'impose elle sur 400 mètres en 50 secondes et 40 centièmes. Nouveau record personnel pour celle qui remporte la Ligue de Diamant sur 800 mètres. Sa distance fétiche, celle sur laquelle elle a été sacrée championne olympique à Rio. Une victoire en Ligue de Diamant également pour le Kenyan Conseslus Kipruto, champion olympique en titre lui aussi. Il domine le 3000 mètres steeple mais échoue à battre le record du monde. Et à passer sous les 8 minutes son chrono ce vendredi en Belgique. 8 minutes, 3 secondes et 74 centièmes. Son compatriote Asbel Kiprop, triple champion du monde en titre, ne termine que 3e du 1500 mètres ce vendredi. Et c'est un autre Kenyan, Timothy Cheruiyot, qui domine la course en 3 minutes 31 secondes et 34 centièmes. Nouveau record personnel. Mais Kiprop remporte la Diamond League, tout comme un autre de ses compatriotes, Ferguson Rotich, sur 800 mètres cette fois. Ce dernier ne termine néanmoins que 4e de la course ce vendredi au stade du Roi Baudouin dans la capitale belge. Du football également dans l'actualité, la présidente de la Fédération sierra-léonaise de football a été libérée sous caution. Isha Johansen, arrêtée mercredi sur demande de la commission anticorruption du pays, a été relâchée hier, a-t-on appris ce vendredi auprès de son avocat. Le vice-président de la SLFA ainsi que le secrétaire général de la fédération ont de leur côté passé une seconde nuit en détention. Aucun des 3 responsables n'a été inculpé pour le moment. La commission anticorruption sierra-léonaise enquête sur l'utilisation de fonds alloués par la FIFA et le gouvernement à la fédération de football du pays. Elle aurait relevé au gré de ces investigations des incohérences dans le rapport financier de la SLFA depuis l'arrivée justement d'Isha Johansen en 2013. Une femme de 51 ans dont la notoriété dépasse les frontières de son pays. Elle est actuellement la seule dirigeante de fédération de football sur le continent. Et sur les terrains, Saint-Etienne accroche le PSG à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1. Score final 1-1 au Parc des Princes. C'est une nouvelle contre-performance pour le Paris Saint-Germain après sa défaite à Monaco.
Monaco lors de la précédente journée de championnat. Le club parisien perd l'occasion de reprendre la tête du classement et de dépasser Guingamp qui recevra ce samedi Montpellier à 18h, temps universel. Monaco 3e se déplacera à Lille. En tout, il y aura 6 rencontres à suivre ce samedi, 3 ce dimanche. Cette 4e journée s'achèvera par un choc, un derby du sud de la France entre Nice et Marseille. Mais l'affiche du week-end, Hugo, c'est le derby de Manchester demain en Angleterre. Eh oui, United contre City, Mourinho face à Guardiola. C'est la première rencontre de la 4e journée de Premier League et c'est surtout l'une des plus attendues de ce début de saison. Le vainqueur, si vainqueur il y a, prendra provisoirement seul les commandes du championnat anglais. Des Africains pourraient se croiser sur la pelouse d'Old Trafford. Simon Fuentes. Manchester City compte 2 joueurs africains dans son effectif, un seul à sa place dans celui de Manchester United. Tous ne devraient pas pouvoir jouer ce choc. Le grand absent devrait être Yaya Touré, toujours en délicatesse avec son entraîneur Pep Guardiola. Déjà loin des éléphants depuis mars 2015, il n'a disputé qu'une seule rencontre depuis le début de la saison avec son club et il n'a pas été inscrit dans la liste des joueurs pouvant participer à la Ligue des Champions. À Manchester City, c'est surtout le jeune attaquant nigérian Kelechi Iheanacho qui pourrait débuter à la pointe de l'attaque. Il profiterait ainsi de la suspension de la vedette Sergio Aguero. Du côté de Manchester United, Eric Bailly, champion d'Afrique en 2015 aux côtés de Yaya Touré justement, devrait lui tenir sa place au sein de la défense. Recruté cet été pour la coquette somme de 40 millions d'euros en provenance de Villarreal en Espagne, le joueur âgé de 22 ans s'est déjà mis une bonne partie des sceptiques dans la poche, et notamment les supporters qui l'ont récemment élu meilleur joueur du mois d'août. Enfin, ce sera aussi l'occasion d'observer le premier gros choc de Paul Pogba sous les couleurs des Red Devils, le joueur d'origine guinéenne ayant fait son retour au club contre 105 millions d'euros. Devenant au passage le footballeur le plus cher de l'histoire. Manchester United, Manchester City. Le coup d'envoi sera donné à 11h30, temps universel. Hugo Moissonnier, merci Hugo. Fin de cette édition d'Afrique Soir. À la coordination Pierre Pinto, assisté de Cécile Périllard, à la réalisation Vivien Lecuivre. Merci à toutes et à tous. À suivre en une petite page de réclame avant les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Excellente nuit à l'écoute de RFI. Idée. Gisèle Venet et Jean-Michel Desprats nous plongent dans la vie et l'œuvre de Shakespeare à l'occasion de la sortie d'une nouvelle version des comédies de l'auteur anglais. La comédie dans les définitions classiques, c'est la satire. Tandis que la comédie de Shakespeare, c'est une comédie essentiellement d'amour. Les personnages principaux, c'est les amoureux et la satire est très réduite. Idée, Pierre-Édouard Deldic. Dimanche, à partir de 15h10 TU. RFI. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Bienvenue, c'est l'heure du zapping. Ce matin, vous réagissiez à l'actualité de votre choix et vous avez été une fois de plus à nous interpeller sur la crise post-électorale au Gabon. Je suis satisfait par cette décision de M. Jean-Ping, car de mon point de vue, c'était la seule voie pour ne pas s'enfoncer davantage dans l'enlisement. Monsieur Jean-Ping s'est rendu coupable de fraude. Ces anomalies, ce recours va permettre de mettre en valeur, parce que Ali Bongo aussi va faire un recours. Il faut mettre ce pouvoir dos au mur. Face à ces responsabilités, vous êtes sûr d'avoir gagné, d'accord. On ne dépose pas de recours. Prenez la responsabilité de brûler ce pays. Des appels également sur le dialogue national en RDC, un dialogue boycotté par les poids lourds de l'opposition. Ce qui est important également, c'est de savoir que de part et d'autre, nous avons tous contribué à ce retard. Parce que en 2014, je vous rappelle que la CENI a proposé un calendrier qui a été partiel, évidemment, qu'on n'a pas accepté. Au Burkina Faso, les anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ont été convoqués cette semaine à la gendarmerie. Je suis un peu sceptique aussi sur la volonté des dirigeants de l'heure de faire aboutir toutes ces procédures-là. Est-ce que les gros morceaux qu'on a sous la main, on n'est pas en train de faire traîner les choses ? Des réactions également sur les élections locales en Guinée. La commission électorale propose la date du 18 décembre. Les acteurs politiques ne sont pas associés à cette décision. Rappelez-vous que cette fois-ci, il y a un dialogue qui doit s'annoncer à partir de la semaine prochaine entre les acteurs politiques de la Guinée. Et la CENI n'a pas attendu que le dialogue-là, et le premier point à l'ordre du jour, c'est l'organisation de ces élections communales. Oui. Donc, ils n'ont pas attendu d'abord que ce dialogue-là commence, et du coup, ils nous ont donné cette date du 18 décembre, alors que les acteurs n'ont pas du tout été associés. Donc, l'opposition avait écrit une lettre à l'administration du territoire,
Et le premier point à l'ordre du jour, c'est d'abord ces élections communales. Il fallait d'abord discuter, trouver un consensus. Et lundi, nous lancerons le débat sur Robert Mugabe, de plus en plus contesté. Doit-il démissionner comme l'exige la société civile? Nous en parlerons lundi. RFI Talent présente Sidi Bémol en concert. Venez découvrir son 9e album Afia sur la scène du studio de l'Ermitage à Paris le 16 septembre à 20h30. Plus d'infos sur www.studio-hermitage.com.